quel sens donner finalement à cette fortune. Parce que souvent, on ne recherche pas d'en avoir plus. Pour en avoir plus, c'est pas ça du tout ce qui anime un entrepreneur. C'est ce désir de créer, de faire émerger des projets, de créer une équipe autour de soi et contribuer un petit peu à faire avancer le schmilblick. C'est ça un entrepreneur. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà, un épisode de La Martingale que je voulais enregistrer depuis longtemps avec Sébastien Verdeau de Lethos. Lethos, on dit Lethos ? Oui, on dit Lethos Private Office. Salut Sébastien. Salut. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Alors, j'avais plein d'idées, on a déjà échangé. Alors, je crois que la première fois qu'on a échangé sur cet épisode récemment, c'était, j'en reparlais avec Laura qui produit ce podcast, Laura Pironnet, c'était le 1er avril, mais ce n'est pas une blague. En revanche, je voulais à un moment avoir en toute humilité la réponse à cette martingale qui était... faire un épisode qui répondra à la question définitivement, tu vois, comment devenir riche. Mais bon, ça me semble un peu ambitieux. Alors, pourquoi je t'aurais posé cette question à toi et pourquoi je pensais que tu serais légitime pour y répondre, c'est que chez Lethos, vous gérez des fortunes issues de divers endroits, pas que de la tech d'ailleurs, quelques-unes qui viennent de là, mais d'autres différents endroits. Et du coup, je me disais que en étant aussi près d'entrepreneurs ou de personnes qui ont fait fortune, tu saurais me dire comment réussir à tous les coups, tu vois, quoi. Et c'est un peu compliqué, non ? Écoute, on va essayer de faire au mieux. Non, mais c'est pas la question que je vais te poser aujourd'hui. Je te rassure. Aujourd'hui, ce que tu, dans nos échanges, ce que tu me proposais aussi, c'était de répondre à plutôt une question plus à laquelle on pourra répondre, c'est comment les plus fortunés gèrent leur argent et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer quand on a moins d'argent et qu'on ne fait pas partie du FMIC, c'est ça, non ? La fortune minimale d'insertion au classement Challenge 500. Voilà, donc le Challenge 500, c'est donc ce classement de challenge tous les ans, c'est ça, c'est annuel, qui va mettre donc les 500 plus grosses fortunes de France, classées quand même par rapport, tu me disais, à leur patrimoine professionnel. On parle des fortunes professionnelles, en effet. Donc, le premier est sorti, il me semble, en 95 ou 96. Alors, c'est toujours un dossier assez intéressant à lire, enfin, en banque privée, chez les gestionnaires de patrimoine. On aime beaucoup ce numéro parce qu'il est extrêmement bien fourni et détaillé. C'est vraiment l'équipe qui fait ça bosse admirablement bien, je trouve. Et sans avoir ce côté trop voyeurisme un petit peu sur les fortunes, et je trouve que ça met bien en avant, en effet, l'élan entrepreneurial qu'on peut avoir en France. Parce que si on regarde une manière de l'illustrer, si on regarde les 20 premiers de ce classement, il y en a à peu près 13 ou 14 du dernier qui sont des entrepreneurs. Et qui sont des entrepreneurs de première génération. Donc c'est ça qui est... c'est un mal un peu une idée reçue. Ouais, c'est tout la richesse. Alors, tu peux en une génération, en quelques dizaines d'années, et on a plusieurs exemples de personnes qui sont parties de vraiment pas grand-chose, tu peux créer vraiment de très très beaux groupes situés sur les bonnes tendances et bien accompagnés. Et donc on le dira jamais assez, la France est un pays d'entrepreneurs assez formidable. Et nous, en effet, chez Lethos, on a eu cette idée de créer un multifamily office pour des entrepreneurs, voilà, et par des entrepreneurs, parce qu'on gère cela vraiment comme nos clients. On investit d'ailleurs à leur côté.
D'accord. De Votre manière argent. très régulière, très régulière, notre argent à nous et l'argent de la structure. Et alors, je reviens quand même sur un truc. Tu parles de ce classement. Tu dis qu'il est très bien fait. Moi, j'avais cette perception très différente de ça parce que dans les quelques fortunes que je rencontre, alors grâce à Génération Do It Yourself notamment, puisque j'en ai quelques-uns qui ont bien réussi dans mes rendez-vous hebdomadaires sur cet autre podcast que j'anime. Et puis même, réseau, etc. J'ai l'impression que personne n'est content de ce classement. Je veux dire, alors évidemment, le journaliste qui le fait et qui nous écoute, si c'est le cas, je l'embrasse. Mais il dira, oui, c'est des conneries. Mais parce que j'ai l'impression que ceux qui sont dedans, ils disent, mais pas du tout, j'ai beaucoup plus, j'ai beaucoup moins, ou je sais pas comment ils savent ça. Et puis surtout, ceux qui sont pas dedans sont super vénères de pas être dedans, quoi. Alors, c'est probablement pour des questions de Non, alors oui, tout est perfectible. Hein. Donc il y a des erreurs, il y a effectivement des... T'as bien des clients qui sont pas contents, qui disent gens je suis plus riche que cet enfoiré. Non, bah c'est pas trop en fait, pas tellement. Globalement, je vais vous dire, il y a effectivement des écarts, mais c'est assez juste. Moi, ce qui me frappe plutôt, quand je regarde ce classement, au-delà de la proportion en effet d'entrepreneurs de première génération, c'est qu'on y voit quand même les grandes tendances de l'économie. Ouais. On y a vu l'émergence du luxe, on y a vu l'émergence et la chute de la net économie au début du classement, avec le début des années 2000. Et puis dans les années 2010, on a vu la flambée des métiers de l'immobilier, du private equity, des LBO. Et là, depuis 2-3 ans, et je crois que ça va très fortement s'accélérer, celui de juillet sera intéressant. Et on va avoir, je pense, un nombre assez record de nouveaux entrants, moins de 40 ans, qui sont à la tête d'un certain nombre de startups que tu peux recevoir sur tes podcasts. Et et qui témoignent en fait du dynamisme de cette nouvelle économie. J'ai cru que tu allais me balancer le mot crypto. J'ai eu peur parce que, mais je crois que c'est une réalité. J'ai discuté avec des agents qui vendaient des agents immo qui vendaient des biens à Notting Hill à Londres, qui me disaient que dans les derniers mois, ils avaient vendu. Alors, c'est probablement une niche des maisons à Notting Hill, mais qui me disaient que sur 20 maisons avant, ils en avaient vendu 7 à des jeunes de moins de 30 ans qui avaient fait fortune dans la crypto, quoi. Donc c'est une réalité aussi, mais je sais pas dans quelle mesure tout ça peut peut-être rentrer dans des classements, parce que c'est assez opaque encore tout ça. Je crois pas, mais c'est c'est les nouvelles startups du futur de la santé, du futur de la food, du futur de la finance qu'on connaît, qui font pour certaines l'objet de très belles levées de fonds. Quand t'as 10% de Doctolib, t'es bien. T'es pas mal. Ouais. Et disons que si t'as 10% de Doctolib, t'es dans le top 200, c'est sûr. 400 millions. Donc le fameux FMIC, c'est ça dont on parlait. Donc au lancement, il était à 14 millions d'euros. Et lors du dernier classement, je crois qu'il tutoyait les 160. Okay. Donc 14 millions pour être dans les 500 premières fortunes de France en 95, 160 en 2021. Exactement. Ce qui se compare quand même, il faut le dire, avec l'évolution du PIB sur la même période, qui a dû faire 2,5 fois à peu près. Ouais. Voilà, donc tout ça pour... Fois 2,5 versus fois 12, quoi. Fois 12, ouais. Voilà. Je précise une chose, parce que, en effet, et pour en recevoir aussi beaucoup et connaître certains de tes clients, ici, sur la Martingale, on traite de tout ça. Pour moi, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, rentrer, ça me fait juste marrer, le FMIC, et voilà, mais... l'idée, c'est plus aussi, et ce que j'essaie de trouver avec la Martingale, c'est de trouver des moyens d'atteindre une forme d'indépendance financière, parce que je pense qu'on peut trouver une vraie liberté, mais après, être dans les 100 premiers, 10 premiers, 20 premiers, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Je pense que l'intérêt, on y reviendra si tu veux à la fin de cet épisode, mais moi j'aimerais parler aussi du pourquoi, en fait, finalement, et justement à quel point vous en parlez avec vos clients.
Non, mais en effet, tu as complètement raison. C'est pas les chiffres en soi ou le classement qui compte, mais en fait, c'est pour illustrer le fait que ce monde-là s'est énormément complexifié. Et donc, aujourd'hui, pourquoi nous, on a créé finalement cette aventure, hein, c'est qu'on a fait le constat, et nos clients ont eu cette frustration de se dire, finalement, aujourd'hui, gérer de l'argent dans la durée et le gérer intelligemment, c'est-à-dire en finançant un train de vie, en finançant des projets professionnels et en couvrant l'inflation, en fait, c'est extrêmement complexe. On ne peut plus aujourd'hui se contenter d'acheter des obligations d'État à 4, 5, 6% et dormir dessus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais qu'on a aussi, bien entendu, il faut tenir compte de la fiscalité. Aujourd'hui, un patrimoine de 20 millions d'euros, par exemple, taxable à l'IFI. Donc, heureusement, il y a eu un certain nombre d'aménagements, donc les actifs financiers sont sortis et d'autres choses, mais quand on a un patrimoine taxable à l'IFI de 20 millions d'euros, c'est 250 000 euros d'impôts par an. D'accord ? Donc c'est 1,2, un peu plus, %. Voilà, quand on sait que les obligations d'État, aujourd'hui en France, en Allemagne, à 10 ans, sont à taux négatif, voilà, il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller chercher d'autres classes d'actifs. Il faut parfois abandonner une certaine liquidité pour pouvoir maintenir finalement son niveau réel de patrimoine. Et c'est ça c'est ça notre métier finalement, et c'est ça qui est important pour des grandes fortunes quand elles cherchent en effet des idées d'investissement. Et c'est un peu cette méthode que j'aimerais creuser avec toi, parce qu'en effet, moi j'ai l'impression d'être né dans un monde dans lequel en fait on parlait de bon père de famille, tu vois, de gestion à la papa, etc., etc. Déjà, au-delà d'être très misogyne, j'ai l'impression que tout ça est ultra dépassé, dans le sens où, en effet, on prenait pas beaucoup de risques. Tu avais, en effet, des taux, des garanties sur même des livrets A, des investissements absolument pas risqués qui rémunéraient bien. Aujourd'hui, comme tu le dis, le pas risqué rémunère en négatif. Donc, il faut prendre des risques, en fait. Et pour finir cette question un peu longue, je me rends compte, depuis que j'anime la Martingale, que pour prendre des risques, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Il ne faut pas mettre tous tes œufs au même moment dans un panier ou dans un autre. Il faut y aller petit à petit. Probablement, tu peux dire le contraire. Hein, mais... Et en fait, tout ça, c'est un job à plein temps. Alors, je lis entre les lignes que c'est votre job, et c'est aussi que souvent, quand tu as des entrepreneurs en face, ils n'ont pas le temps de gérer ça, donc c'est bien. Moi, je n'ai pas forcément les moyens d'être chez Letus encore, mais on en reparlera bientôt. Mais l'idée, c'est que ce job à plein temps, moi, je le vois, tu vois, je fais des cryptos, je fais un peu de bourse, je fais un peu d'IMO, je fais un peu de... plein de trucs, et à la fin, en fait... quand tu fais tout ça et que tu les cumules, par semaine, ça te prend une demi-journée, voire plus, et c'est compliqué, quoi. Et en plus, je fais probablement que de la merde. Donc, non, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais tu vois, je pourrais probablement faire mieux. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour eux, quoi, et par où tu commences quand tu as quelqu'un qui arrive et qui vient, par exemple, de faire fortune, et où est-ce que tu les emmènes ? Déjà, on parle. On parle parce qu'avant d'arriver finalement à une sorte de diagnostic et des recommandations, il faut déjà extrêmement bien comprendre quels sont ses objectifs. Donc ça paraît un peu tarte à la crème quand on le dit comme ça, mais l'objectif c'est plus d'argent en fait, souvent c'est ça. Non, mais ça peut être plusieurs objectifs. Quels sont les horizons, quel sens donner finalement à cette fortune, parce que souvent on recherche pas d'en avoir plus pour en avoir plus, c'est pas ça du tout ce qui anime un entrepreneur, tu le sais, c'est ce désir de créer, de faire émerger des projets, d'amener, de créer une équipe autour de soi et contribuer un petit peu à
à faire avancer le schmilblick. C'est ça un entrepreneur. Et nous, en tout cas, les clients que l'on accompagne, ils sont devenus riches en étant entrepreneurs. Ils restent entrepreneurs toute leur vie. Donc ils réinvestissent, ils repartent. Et justement, ils ont besoin de gens comme nous ou d'autres pour gérer la partie structuration patrimoniale, fiscale, réflexion sur l'allocation d'actifs, exécution de tous les projets, parce que c'est beaucoup d'execs finalement. Et ils cherchent un petit peu cette décharge mentale pour se concentrer justement sur leur projet pro. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions pour vraiment bien comprendre leurs objectifs, leur culture financière aussi, là où ils ont envie d'aller, là où en revanche, voilà, c'est même pas la peine d'essayer. Quelle va être leur proportion à gérer le risque, à assumer la volatilité, parce que c'est facile de dire moi je veux gagner 10% par an. Où est-ce que certains veulent pas aller, par exemple, pour être concret? Très clairement, aujourd'hui, encore plus qu'avant, on en parle énormément, mais il y a un vrai mouvement de fond, en effet, vers la finance durable, vers le good, vers tous ces nouveaux... Voilà, c'est compliqué aujourd'hui de se dire on va aller investir... Tout chez Dassault dans l'armement. Voilà. On a envie de flécher son épargne vers des économies qui vont faire peut-être pas du bien, mais un peu moins de mal. Voilà. Donc ça, c'est une vraie tendance de fond. Après, Dassault fait des super trucs dans la 3D sur le système. C'est juste que c'est un des gros, je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais j'imagine. Mais donc ça c'est très important. Mais aujourd'hui, ils veulent rendre un petit peu, je trouve, nous c'est le constat qu'on fait un peu tous les jours, ils veulent rendre un petit peu au système ce qu'on leur a donné et accompagner des entrepreneurs. Voilà, ce qui les intéresse, c'est en effet accompagner par de l'argent, mais surtout en ayant leur téléphone ouvert à disposition, leur carnet d'adresse. Investir dans des startups, typiquement. Oui, après ça peut être des startups de différentes tailles, mais ils ont une expérience, ils ont eu un parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, les entrepreneurs, ils sont très sensibles parce que trouver de l'argent, en ce moment, c'est relativement, on va dire, facile. Si on a un projet qui tient la route, en revanche, on cherche de l'argent intelligent. Et nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, on essaie de faire ce métier d'assembleur et donc de croiser des profils, de faire en sorte que des gens se rencontrent où on pense qu'il y a un intérêt à ce qu'ils fassent des choses ensemble. Et donc, c'est détecter des besoins et assembler les gens. Alors, si je lis entre les lignes, ils restent quand même pas mal dans leur domaine d'expertise. Et ça, c'est valable potentiellement un peu partout. C'est-à-dire, typiquement, j'ai fait des épisodes sur les montres, les voitures, l'art, les sacs à main. Si ça t'intéresse pas ces univers et que t'as pas d'appétence réelle dans tout ça, c'est pas la peine d'y aller en fait. Enfin, je veux dire, est-ce que tu peux recommander à des gens? Je t'en prie. Ouais. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que d'un côté, il y a les investissements raison. Voilà, c'est avoir son portefeuille très diversifié, global, géré par des grands gérants d'actifs mondiaux. Ça va faire le job. Et pour ton portefeuille équilibré, il va te faire entre 3 et 5% par an en gérant au mieux la volatilité et les à-coups de marché. Voilà. Et ça, c'est le truc qui va te permettre de financer ton train de vie et de dormir tranquille. Ton cœur, l'approche cœur satellite. Exactement. Et après, tu peux aller... Attends, c'est quoi un grand... On va venir sur les satellites après, du coup. C'est quoi un grand gérant d'actifs? C'est qui Un grand gérant d'actifs, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est capable de créer ton allocation d'actifs globale et d'aller chercher les meilleurs dans chaque classe d'actifs et encore une fois de les assembler. Mais tu peux les mettre ensemble. m'en nommer 3? On peut faire appel aux grandes banques parce que aujourd'hui une très grande banque mondiale, j'ai envie de dire un JP Morgan, un Rothschild et compagnie, des banques
véritablement Goldman, Lazare, Goldman, Lazare, qui ont un bilan. C'est important d'avoir des banques aussi qui ont un bilan, qui sont capables de te prêter aussi en face de tes actifs. Voilà, moi c'est-à-dire quand j'ai 100 à investir, ils vont me prêter 300 et comme ça je peux investir 400, c'est ça? Par exemple, ouais. Ou quand on a 100 d'investis et qu'on veut 30 pour faire des investissements un peu plus privés, un peu plus long terme, illiquides, qui sont capables aussi de les prêter, ou quand on a un projet immobilier aussi en parallèle. Voilà. Mais en général, il faut plusieurs banques. Ok. C'est bien d'avoir aussi plusieurs banques, parce que chacune a son approche. En effet, si on veut faire investir sur le marché du high yield américain, voilà, il y a quelques grandes banques américaines qui sont plutôt mieux positionnées. Voilà. Mais ça, c'est l'approche cœur. D'accord, ça, c'est l'approche cœur et c'est quand même réservé aux élites, des gens qui ont beaucoup d'argent quand même. Enfin, alors, oui et non. Je débarque pas chez Rothschild en disant salut, j'ai un podcast qui marche bien. Non, parce que finalement, on peut avoir accès à la gestion Rothschild avec une SICAV qu'on achète dans tous les bons contrats d'assurance vie. Ça, c'est très simple. Et on a finalement c'est quasiment comme un portefeuille géré. C'est un peu Canada Dry, mais on a les grandes vues, on a la même chose. Voilà. Alors, la question que j'ai là-dessus, avant de passer au satellite, c'est tu me dis 5-6%, donc finalement versus les obligues ou d'État ou des choses comme ça en négatif dont tu parlais tout à l'heure, évidemment, c'est hyper intéressant. Et tu te dis, si je peux emprunter à 1%, 1,5%, voire en hypothéquant peut-être un peu plus cher, mais à beaucoup plus, et que j'ai réussi à avoir 6-7%, finalement, l'histoire est belle. Est-ce que leur 5-6%, ce track record, leur historique, il est basé, on va prendre sur les 10-12 dernières années, mais est-ce que si on voit l'avenir pas en noir, mais winter is coming, je peux pas me dire, même eux, ils vont quand même un peu se ramasser comme tout le monde dans les 3-4 prochaines années quand tout va péter? Quand je dis 4-6%, c'est sur un cycle économique complet. Ouais. D'accord. Oui, l'année prochaine, on peut faire moins 10 avec un portefeuille, voire plus, comme celui-ci. On n'a pas de boule de cristal. Donc, de toute façon, quand on commence à investir dans les marchés financiers, il faut se projeter sur un cycle économique complet, c'est-à-dire entre 8 et 12 ans. Okay. C'est ça l'horizon. Et là, on peut aller chercher, selon le portefeuille, on va dire un portefeuille équilibré avec 50% d'actions, typiquement. Donc, c'est un portefeuille qui va bouger. Hein. Vous pouvez faire des mois à -3, -4, c'est pas choquant. Donc, il faut être capable de les assumer. Mais là, oui, on peut fabriquer une performance comme celle-ci. Après, oui, on peut leverager, tout à fait. Alors voilà, le levier, ça marche dans les deux sens. Ça accélère les performances à la hausse, et l'inversement est aussi vrai. Et donc après, il ne faut pas que ça aille trop vite, parce qu'après on peut faire face à des appels de marge, etc. Et les scandales qu'on a pu voir récemment et que tu as pu traiter aussi sur ce podcast. Donc, je refais pas les appels de marge à chaque fois, margin call, etc. C'est déjà compliqué d'un épisode à l'autre. Il faut que je me le réexplique à moi-même. Donc voilà. Mais en effet, si tu investis trop, notamment, et que tu comme je disais, tu as 100 et tu vas demander 1 million, 1000, pardon, pour rester sur la proportion, et que derrière tout perd 10% tous les ans, il va quand même falloir que tu payes tes retours de l'autre côté. Et là, on peut tout perdre. Ouais. Et là, on peut tout perdre. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien faire du levier sur des actifs immobiliers qui sont plutôt contracycliques, qui ont des rendements long terme, qui sont indexés sur l'inflation. Là aussi, il faut être raisonnable. Mais c'est la beauté de l'immobilier. Et finalement, j'ai un peu envie de dire, quand je réfléchissais à cet épisode, quelle pourrait être la martingale des grandes fortunes. Bien évidemment, c'est le crédit. Oui. C'est ça la magie. Il est là le secret. Et si je reviens en effet sur cette approche à la papa, en effet, beaucoup de...
Alors moi, la question que je me pose souvent et que je te posais aussi en amont, c'est est-ce que pour devenir riche, il faut rien dépenser ou il faut gagner beaucoup? Alors évidemment, le combo des deux est probablement le plus efficace, mais bon, il y a un moment, pareil, avoir de l'argent, à quoi bon si t'en fais rien? Même tu peux le donner, hein, d'ailleurs. Enfin, je dis pas, mais voilà. Mais en l'occurrence, en revanche, ce qui est à peu près sûr en ce moment, c'est que la gestion à la papa, où tu prends zéro risque et où tu restes sur des stratégies très flat finalement, et que tu t'endettes pas, notamment, fait que... à long terme, c'est certainement la stratégie la plus risquée, finalement. Parce qu'on est certain de perdre avec l'inflation. Alors là aussi, on peut parler longuement de l'inflation. Il y a eu plusieurs études là-dessus, mais quand on a la chance d'être fortuné et donc d'avoir un certain train de vie et autres, finalement, son inflation, elle est à 2 chiffres. Elle est pas à 2-3%, ce qu'on entend à la radio, c'est faux. Il faut absolument qu'on vienne là-dessus, juste, pour finir juste mon raisonnement sur celui d'avant, parce que l'emprunt, quand tu empruntes beaucoup, je veux dire, et j'imagine que c'est pareil à tous les niveaux, même quand tu es très 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 riche, parce que de temps en temps, tu vas emprunter... des dizaines de millions ou des choses comme ça, mais moi, à mon stade, les emprunts que j'ai signés, c'est quand même le moment où tu es le plus fébrile de ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu empruntes pour t'acheter un appart, un machin, tu dis, wow, je suis quand même en train de m'endetter sur un truc, ça va me durer 20 ans, etc. Donc, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut savoir se mettre dans ce moment d'inconfort pour potentiellement aller plus loin, quoi. Complètement. Et l'inflation, le rôle par rapport à tout ça de l'inflation, et tu peux me décrire ça, que tu me dis que j'ai pas bien compris sur le 2-3% et à 2 chiffres. Bon, le panier d'inflation tel qu'il est reflété dans les indices, c'est un panier qui est extrêmement imparfait. C'est-à-dire qu'on va chercher le prix de la baguette et oui, ce panier a complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait ses courses, tout le monde achète un billet de TGV et autres, et on voit bien que les prix ne grimpent pas de 2-3% par an. Alors a fortiori, si tu as une belle montre comme la tienne, où tu vas dans certains restaurants, tu vas voir que les prix ils montent 2 fois par an. Et les hausses, regarde les rapports annuels des groupes de luxe, hein. Les hausses, elles sont plutôt de 4-5% à chaque fois. On peut payer des pintes à 17 € dans Paris. Oui, je te confirme, ça m'est arrivé, voire plus, je pense, mais oui. Voilà. Je parle d'une pinte de bière, hein, Bien entendu, il y a l'immobilier. Ouais. Là aussi. Donc l'inflation pour des gens qui ont un certain niveau de vie et les grandes fortunes, fortiori, elle est en effet plutôt, donc, plutôt à 2 chiffres. Ce que tu dis, c'est que dans l'impact réel de ma vie, en fait, quand on me dit l'inflation... en ce moment, ça bouge pas. Alors, on nous dit en ce moment que ça va vraiment péter bientôt, mais ça, c'est encore un autre sujet. Celle qui me concerne, moi, sur les produits, je sais pas moi, mes vacances, ma location que je vais prendre cet été en Corse, l'achat d'une voiture, même les voitures, elles coûtent de plus en plus cher, j'ai l'impression, le transport, telle ou telle chose, tout ça, c'est beaucoup plus que 2-3%. Bien sûr, bien évidemment. Donc tout ça cumulé, en effet, on est un petit peu par défaut obligé d'aller chercher des rendements plus élevés. Et comment aller chercher des rendements plus élevés? Donc une fois qu'on s'est fait son portefeuille cœur, robuste, mais à la fois liquide en bourse, on va le chercher sur des investissements privés. Donc là, il y a l'immobilier, la dette privée et le private equity. Immobilier, je comprends. Private equity, donc investir dans des startups ou en tout cas des entreprises non cotées, qui sont non cotées, toute taille. Ça, j'essaye juste à chaque fois de me dire quand je suis pas chez Letus, comment je peux le faire. Donc immobilier, on l'a compris, j'ai fait plein d'épisodes. L'immobilier de rendement, l'immobilier, on peut en faire partout en France, potentiellement à l'étranger. On peut en faire aussi en groupe sur des SCPI. On peut en faire, on a private equity, on voit aussi des plateformes en effet comme je sais pas moi, Anaxago et plein d'autres endroits où tu peux investir dans des boîtes et puis ça peut être la boîte de ton beau-frère ou ton cousin ou quelqu'un comme ça qui va te demander, ou des startups ou du secondaire comme on en propose à différents endroits, et la dette privée.
La dette privée, c'est le financement. Finalement, on peut acheter des fonds d'obligations cotés, mais il y a le pendant également sur des sociétés qui n'ont pas forcément accès au marché en direct et qui vont se financer par un certain nombre de sociétés de gestion. Donc là aussi, il y a plusieurs niveaux de risque. On peut être plus ou moins senior dans le bilan et donc plus ou moins protégé. Et les niveaux de rendement dépendent en effet du niveau de multiple de dette par rapport aux résultats de l'entreprise. Donc plus c'est leveragé, forcément plus le rendement est juteux et assorti d'un certain nombre de conditions. Donc voilà, donc ce sont des solutions où on peut faire entre du 3 et du 15%. Ça, c'est des Eurazeo, Tikeo, ce genre d'endroits. Ouais. Donc, Tikeo est, on va dire, un petit peu le pionnier là-dedans, parce que ce sont les premiers à avoir eu la licence et à avoir créé vraiment une franchise dans cet univers. Ils gèrent une quinzaine de milliards aujourd'hui, une quinzaine en immobilier, une dizaine en dette privée. Donc voilà, ils ont des solutions et ça c'est accessible là aussi de manière assez facile. Alors tu vas me dire comment, juste pour bien comprendre, ce sont des sortes de métafonds entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que moi quand je reçois typiquement sur Génération Do It Yourself ou même ici personnes de chez Newfound, de chez je sais pas moi Serena Capital, de chez je sais pas moi Elaya, enfin plein de fonds, ils vont eux-mêmes se financer chez Tikeo entre autres et chez d'autres acteurs comme ça qui eux rentrent pas en direct dans des startups mais vont allouer de l'argent dans plein d'endroits. Mais Tikeo typiquement ou Eurazeo, pour rentrer dedans, je peux pas arriver avec mon livret A à 300 € dessus quoi. Enfin, 300 € non. Tu peux arriver avec ton PEA avec 300 € dessus. Ah oui ? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sociétés cotées. Donc, que ce soit Eurazeo, Tikeo, mais on a aussi Sofina, les Belges, Rothschild et compagnie, on en parlait. Enfin, il y a pas mal d'autres sociétés, d'autres holdings qui exorent en Italie, la famille Agnelli, et qu'on peut acheter dans son PEA, qui sont des actions. Donc finalement, on achète un morceau de leur bilan, et leur bilan, par transparence, en fait, est investi, entre autres, dans toutes les solutions d'investissement qu'elles fabriquent. Donc quand vous achetez une action Tikeo, par exemple, ou Eurazeo, on achète finalement un morceau de ce bilan. Donc il y a des investissements directs dans des sociétés en private equity et il y a des investissements dans leurs fonds. Et donc c'est un moyen d'avoir accès finalement de manière extrêmement simple, liquide, transparent, parce que c'est quand même assez incroyable le niveau et la quantité d'informations qu'on peut avoir sur des sociétés cotées, mais encore faut-il faire le job. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est très facile d'aller chercher un rapport annuel et de le lire, c'est passionnant. Bon, moi, j'adore ça, mais après, je comprends que... C'est ton job. Mais non, moi, je lis ça toute la nuit. J'adore ça, mais on apprend C'est celui de Warren Buffett, tu vois. Moi, on apprend des tonnes de trucs, ouais. Et finalement, on a une manière indirecte accès à l'investissement privé. Et dans des très très belles sociétés. Ça c'est vraiment intéressant et pour moi c'est vraiment ce que aussi je venais chercher avec toi, Sébastien, c'est que là-dessus on a l'impression que c'est réservé qu'aux autres un peu ou à certaines fortunes et en l'occurrence comme tu me le dis, en plus avec un PEA c'est fiscalement intéressant. C'est génial. Et alors en plus ce que tu me dis si je lis entre les lignes c'est que je peux emprunter pour mettre plus. Alors donc un PEA en effet alors c'est limité mais bon quand même on peut mettre une somme assez importante. Les dividendes sont défiscalisés. Les plus-values, si vous faites des arbitrages à l'intérieur du plan, sans retirer d'argent, se font également net de fiscalité. Et bien entendu, si vous avez un bon banquier et que vous avez bien entendu un portefeuille diversifié de bonnes valeurs, mais toutes celles qu'on a citées là et d'autres sont de très bonnes valeurs, votre banquier, sans difficulté, peut
vous prêter la somme équivalente de vos fonds propres sur une durée 5, 6, 7 ans et taux fixe, donc pas grand-chose, et qui vous permettent de doubler la mise. Voilà. Et là, même chose, vous gardez les positions. Moi, je suis pas un adepte du... peut-être à tort, hein, mais c'est pas ma culture et ma philosophie. Je suis pas un adepte du trading. Moi, je pense qu'il faut... une fois qu'on a ce portefeuille, en effet, bien diversifié, moi, je suis plutôt pour prendre des paris. Quand on a choisi 4, 5, 6 sociétés dans lesquelles investir, qu'on connaît vraiment, on s'y est vraiment intéressé. Donc, on a lu les rapports, on a écouté on a beaucoup d'informations aujourd'hui disponibles. On peut lire des interviews des dirigeants, on peut regarder les AG, on peut écouter des podcasts, etc. Mais une fois qu'on s'est fait des convictions sur des valeurs, moi, je pense qu'il faut rester. Oui. Il faut tenir. Il faut garder. De toute façon, ça coûte moins cher, parce qu'à chaque fois, faire des allers-retours, c'est des fees, hein. C'est des brokered fees. Et donc, je pense que quand on a des bonnes valeurs qui sont elles-mêmes, finalement, des super SICAV, parce qu'en fait, on a un peu de tout. Vous voyez, quand vous achetez une action FFP, par exemple, de la holding de la famille Peugeot, vous avez tout. Vous avez des participations industrielles, vous avez des fonds de private equity, vous avez de l'immobilier, vous avez du direct, vous avez un ensemble de choses. Donc je deviens un portefeuille. Je suis géré que si j'achète des fonds FFP, comme tu dis, que je ne connaissais pas, je vais avoir cette partie, si c'est 1 000 € de mon patrimoine, qui va être géré comme pour la famille Peugeot, quoi. Voilà, et si vous achetez du Exor, c'est la famille Agnelli. Donc et là, vous avez... oui, vous avez un peu de Ferrari, vous avez Stellantis, mais vous avez, et donc, si vous avez plein de choses. Vous avez un peu de Louboutin, vous avez... Et si je me suis collé là-dessus, je ne sais pas si c'était déjà disponible, mais en 2005, j'aurais fait une ascension stratosphérique comme ils ont tous fait. D'accord. Ouais, exactement. Et vous pouvez faire la même chose avec Christian Dior ou LVMH, et puis vous mettez dans la roue de Bernard Arnault, qui n'est pas mauvais. Non, c'est sûr. Je regardais, donc PEA, c'est 150 000 € montant plafond des versements, donc il y a quand même de quoi voir venir. Et PEA PME, 225 000 €. Alors je suis pas sûr de faire la différence entre un PEA et un PEA PME. Je sais pas si toi tu connais. Oui, alors c'est une deuxième enveloppe qui vous donne accès à des sociétés plus petites. Et vous savez que dans un PEA et un PEA PME, vous pouvez aussi mettre des actions non cotées. Oui. Si j'investis moi dans une boîte. Quand vous investissez, en effet, dans une boîte de copains. Chez le boulanger du coin. Ouais. Donc là, vous les mettez dans un PEA, ça peut vraiment, vraiment valoir le coup. J'avais peur de ne pas être dans le réel et d'être que dans un épisode pour alors on appelait ça comment, du FMIC, des FMICards, mais en fait on est dans le réel. Je suis très content. Non, mais il y a plein de choses. On parlait d'immobilier, donc oui, l'immobilier, vous pouvez acheter des SCPI, là aussi avec du levier, c'est quand même super intéressant. Si vous êtes chez les bons, aujourd'hui ça vous donne encore entre 4,5% et 6% par an. Donc, et vous n'avez rien à faire. Mais alors là-dessus, portefeuille ultra diversifié. Je suis d'accord. Et ça se finance, c'est facile. Voilà. Après, vous pouvez aller. Il y a des sociétés aussi aujourd'hui qui se sont développées qui financent, par exemple, des promoteurs immobiliers. Vous savez, sur le petit aléa de fonds propres qui leur manque avant de lancer des programmes. Donc, crowdfunding, voilà. Donc ça, c'est ultra encadré, très diversifié. Les promoteurs, souvent, ce sont des promoteurs cotés d'ailleurs. Vous voyez, vous pouvez regarder, il y a une boîte qui propose ça de manière complètement digitale, qui s'appelle Omunity. Ouais, que je connais bien. Voilà, c'est génial. Omunity, c'est génial. C'est ultra bien fait, ça tourne, c'est exécuté parfaitement. On parlait de private equity tout à l'heure. Là aussi, des plateformes se sont développées. Tu as peut-être entendu parler de Moonfair. Donc Moonfair, c'est une plateforme complètement digitalisée qui vous donne accès aux plus grands fonds de private equity mondiaux, y compris les fonds de tech
dans lesquels il est très très difficile de rentrer pour un fees minime et pour des tickets qui sont entre guillemets toujours beaucoup d'argent. C'est 100 000 euros ou 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas les 15 millions qu'on vous demandait il y a encore 10-15 ans pour rentrer dans ces grands fonds. Donc là aussi, en matière d'investissement, moi je crois qu'aujourd'hui, si on se fait accompagner, c'est très important. On peut parler après des investissements passion, si tu veux. C'est la même logique dans l'art ou les shows ou autre, mais il faut se faire accompagner et qu'on ait bien au carré sur sa stratégie d'investissement et sur son horizon. On peut faire vraiment des trucs assez sexy. Sachant comme on l'a vu dans un épisode précédent, on peut faire tout ça entre potes aussi, quoi, à 10. Oui, voilà. Alors, donc là aussi, donc nous, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Finalement, je passe une grande partie de mes journées à mettre des gens en relation. Parce que quand on est un entrepreneur très successful dans un secteur, que ce soit la cosmétique, la mode, l'hôtellerie, finalement, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est d'apprendre aux côtés d'autres entrepreneurs successful. Et comme on a un deal flow naturel, forcément, parce que quand on a de l'argent, qu'on est un petit peu visible, on a beaucoup d'opportunités qui viennent à soi. Parfois, on n'est pas omniscient et donc on va chercher le copain ou on cherche à avoir accès à la personne qui va davantage nous éclairer et on se dit tiens, si toi tu mets là-dedans, moi je vais mettre aussi parce que c'est intéressant, puis on peut chacun apporter quelque chose. Bien sûr, voilà. Tu as toujours aussi un expert plus que toi. Et bien évidemment, les bons deals, c'est pas bien, je vais pas dire ça, mais c'est pas qu'ils viennent pas des banques d'affaires, parce que les banques d'affaires peuvent aussi vous proposer des bons deals, mais c'est très intermédiaire. Elles l'ont montré à 100 personnes. Vous êtes le 101e. Les bons deals, oui, ils se passent bien évidemment dans les bons tours de start-up et les bons deals immobiliers, ils restent pas sur la table longtemps. Ça va très vite. Ouais. Et alors là, en ce moment, c'est un petit peu la folie parce que c'est un peu le monde à l'envers. Finalement, c'est un peu un beauty contest où c'est vous qui devez un petit peu faire savoir ou faire en sorte de dire moi je vais apporter de l'argent, oui, ok, mais je vais vous apporter aussi plein d'autres choses, des contrats, des accès, et ça se passe comme ça. Alors tant mieux pour ceux qui lèvent, etc. Je suis pas sûr que ça durera éternellement, mais il faut en profiter. C'est-à-dire qu'en effet, souvent, je parlais de danse du ventre tout à l'heure, mais il faut un peu faire la danse du ventre pour rentrer dans certains bons deals. Bien sûr. Il faut montrer que tu as des beaux atouts et que c'est pas juste de l'argent. Hyper intéressant, et c'est vrai que... alors, on sait aussi un peu... Depuis qu'on s'est rencontrés, tu disais, toi, tu partages beaucoup, tu mets en relation, c'est vrai. Ça me fait marrer parce que je l'avais déjà noté, mais une fois qu'on est rentré dans le carnet d'adresses de Sébastien Verdeau, on reçoit des WhatsApp à peu près à toute heure du jour et de la nuit, des partages d'articles et j'ai vu ton équipe qui se moquait de toi là-dessus, donc j'ai l'impression que je suis pas le seul. Et je te disais, il faut que tu partages ça sur LinkedIn. Tu vois, je vais inciter tout le monde à te suivre sur LinkedIn. Au moins, comme ça, tu pourras le faire pour plus de monde, quoi. Pas un one-to-one, mais un one-to-many. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même assez passionnant et toujours très ciblé dans certains domaines d'expertise, quoi. Nous, en fait, on a monté aussi cette aventure un petit peu pour s'amuser, et c'est ce côté club qui nous intéresse, parce qu'on n'accompagne pas que des gens forcément très fortunés. On accompagne des gens déjà sympas, avec qui on a envie de passer du temps, parce qu'on est... c'est très engageant quand même, s'occuper de la fortune de quelqu'un. Donc on investit nous aussi sur des potentiels. Et on investit sur l'avenir. Et bien évidemment, ce côté club, échange d'idées, d'informations, d'accès, etc., c'est ultra important. C'est le côté passion que tu gardes, en tout cas, quand tu
quand tu es entrepreneur. Et sur tes satellites, parce qu'on a parlé cœur satellite, donc vos satellites, vous gérez de temps en temps un peu ça pour des clients. Enfin, je veux dire, quels sont... J'aurais là-dessus, quels sont les trucs les plus peut-être hot du moment où, alors, on a parlé de crypto, il y a de l'art, il y a des tas de choses comme ça. L'art... Et quels sont les endroits où il faut faire le plus attention selon toi ? Partout. Partout, ça va très vite, de toute façon, parce qu'on met tout de suite des très grosses plaques. Si on veut... De toute façon, moi, j'ai aussi un principe. C'est que quand on rentre dans un truc, il faut le faire à fond, et puis il faut le faire au plus haut niveau. Ça sert à rien de le faire en bricolant. Donc, soit on y va et on le fait... on a les moyens et on se donne les moyens. Soit on les a pas et on fait autre chose. Mais si on va dans l'art... pareil, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'art, mais on a quand même plusieurs clients qui sont très, très actifs là-dedans. Alors, en effet, ils sont tous conseillés. Oui. Voilà. Même quand on est dedans depuis... des dizaines et des dizaines d'années et qu'on a investi énormément d'argent, on continue à se faire conseiller. Alors, c'est pas forcément la culture encore française. Par exemple, sur les actifs financiers, le family office, c'est plutôt anglo-saxon, mais petit à petit, les gens comprennent que c'est devenu tellement complexe qu'il faut se faire accompagner. Dans l'art, c'est le cas. Dans l'art, il faut... en effet, là où on fait les gros écarts, c'est quand même sur des pièces importantes. Alors, je ne parle pas de millions, mais il faut être capable de mettre plusieurs centaines de milliers, en général, sur une œuvre pour espérer faire des écarts importants. Là, il ne t'a pas échappé que le week-end dernier, il y avait eu les ventes à New York, et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe. Là aussi, on voit des nouveaux acheteurs, on voit des nouvelles fortunes, on voit bien entendu les acteurs de l'Internet, mais on voit des artistes noirs aussi émerger très fortement avec des multiples x3, x4 en quelques mois. Ouais. Donc oui, il y a les grands noms, il y a Picasso, il y a Basquiat, mais il y a... Et tout l'art africain. L'art africain est en train d'exploser. Ouais. Il y a plein de très bonnes raisons. Il y a des très bons... tu as vu le Rashid Johnson. Il y a très bons artistes qui sortent. Voilà, les chevaux, c'est la même chose. On peut acheter... donc les chevaux, c'est une vraie économie. Beaucoup, à tort, je pense, assimilent ça à un peu une danseuse et un univers où on perd toujours de l'argent. Moi, j'y crois pas du tout, parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas parce que ça fait 50 ans que les grands capitaines d'industrie dans le monde entier sont dans les chevaux. Quand on creuse un peu et qu'on connaît un peu ces personnes et ces personnalités, ils vont pas là pour perdre de l'argent. C'est pas leur genre d'aller perdre de l'argent où que ce soit. Donc il y a beaucoup d'argent, mais à un certain niveau. Et là aussi, il faut être extrêmement bien entouré par le bon broker, par les bons entraîneurs, par les bons assureurs, etc., etc., etc. Et si on tient, alors il y a les stratégies. La stratégie, j'achète des parts des talons. Il y a la stratégie, j'achète des poulinières, je fabrique mes propres produits et je les revends. Il y a aussi les stratégies immobilières associées à ça. Ouais. Mais c'est très intéressant. Et on mêle finalement à la fois plaisir, parce que c'est très plaisant, il y a un côté un peu lifestyle. Ouais. Là-dedans, plaisir, social, et en même temps, on peut gagner beaucoup d'argent. Alors, il faut du temps. Là aussi, on ne gagne pas de l'argent en 2 ans. On échange un peu avec Laura, ma productrice, là, avec quelques acteurs là-dessus, parce que j'aimerais faire un épisode autour des chevaux. Moi, je suis moi-même propriétaire d'un 10e mais d'un trotteur. Donc, les trotteurs, c'est quand même plutôt la Ligue 2, quoi. Mais la difficulté, c'est que nous, ça s'est fait un peu... Moi, ça s'est fait par accident à la sortie des études, mais il faut que je trouve des endroits où on peut le faire à beaucoup, parce qu'en effet, faire un truc où il faut dépenser 10 millions pour rentrer, c'est pas très intéressant comme... Non, mais il y a des clubs qui se sont montés. Aujourd'hui, il y a des clubs d'entrepreneurs. Voilà, je sais que... voilà, il y a Odo qui en a fait un, il y en a plusieurs. D'accord. Où on peut, pour quelques dizaines de milliers d'euros, finalement, rentrer dans cet univers, apprendre.
Et je crois que c'est intéressant de passer quelques temps un peu là-dedans. Il faut se les envoyer, les quelques dizaines de milliers d'euros. Surtout que là, je suis pas sûr que si je vais à la BNP du coin, je leur dis je vais investir dans des galopeurs. Alors, de l'argent pour... détrompe-toi. Nous, on travaille beaucoup avec une banque régionale qui nous finance des parts de pur sang. Bon, ben voilà, comme quoi, j'aurais vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Dans quelle mesure, avec tes clients Fmicart, tu acceptes les gadins? Parce qu'en fait, dans tout ça, je veux dire, tu vois, on parle de crypto, c'est bien joli. Là, je crois qu'au moment où on parle, depuis une semaine, ça a dû perdre moins 20% sur le Bitcoin, moins 12% sur l'Ethereum. J'imagine que vous itérez aussi, comme tout bon entrepreneur, vous testez pas mal de choses. Il y a des moments où vous vous ramassez, vous perdez complètement l'intégralité de certains investissements en private equity, etc. Pour gagner beaucoup, il faut savoir perdre aussi. Oui, forcément, mais j'avouerais, alors c'est un peu bizarre comme réponse, mais je t'avoue qu'on n'a jamais, pour l'instant, pris un gros gadin. Alors nous, déjà, on n'y va pas seul, on n'y va pas en direct, on n'a pas la capacité d'analyser en profondeur des dossiers. On va toujours s'associer avec des professionnels, donc on va avec du private equity, par exemple, on va y aller en co-investissement avec des équipes dont c'est le métier. Okay. Il faut toujours s'associer avec les meilleurs. Et là aussi, je crois que on ne triche pas avec l'expérience, donc peut-être souvent avec Marc Ménassé, je peux voir. On fait beaucoup de trucs avec Marc pour plein de raisons, mais c'est un garçon qu'on aime beaucoup, qui a pris des gadins d'ailleurs, et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. Chez lui, il se mouille énormément, il est le premier investisseur dans tout ce qu'il fait, donc ça aussi, l'alignement d'intérêts, et on peut le redévelopper avec d'autres sujets dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est très important, et c'est pour ça que nous aussi, il nous semble important qu'à titre personnel, on soit associés au succès et aux potentiels échecs ou déception, frustration. Donc c'est très différenciant. Mais oui, on ne triche pas avec l'expérience, donc il faut... mais il faut avoir accès. C'est une question, il faut avoir accès aux meilleurs. Et oui, on fait pas mal de choses marrantes, avec Marc et avec d'autres. Hein. Et j'avais une dernière question que je voulais aborder avec toi là-dessus. On a des grands changements de paradigme actuellement. On l'a évoqué juste avant cet épisode ensemble, qui est sur la possession. Le fantasme de la possession est-il fini? Telle est ma question. Est-ce que non, mais c'est vrai qu'on vient dans les faits d'une société où il fallait absolument être propriétaire de tout. À la fois, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on nous laisse accès, on nous donne accès. Je sais pas, je pourrais me payer une Porsche demain en payant quelques centaines, je sais pas combien, ça dépend de l'apport que tu fais, mais d'euros par mois. À la fois, je reste quand même intimement convaincu que, tu vois, moi je te reprends l'exemple de la voiture, parce que que souvent, c'est pas complètement vrai. J'ai fait un super épisode sur le mythe de la résidence principale, en l'occurrence, mais c'est pas toujours complètement vrai. Si je prends une voiture, typiquement, moi je préfère aller chercher une voiture qui a 2 ans, la payer à un prix sacrifié et la revendre quasiment au même prix 2-3 ans plus tard, et ça je l'ai fait plusieurs fois et ça marche, quoi, tu vois. Donc, oui, en effet, il y a d'ailleurs un certain nombre d'entrepreneurs qui ont saisi cette tendance de fond. Il y a une révolution de la jouissance, je crois. Alors ça se voit sur les propriétés. Alors moi, la résidence principale, on peut en parler, j'ai un avis très simple, je pense que c'est le premier truc à acheter. Mais peut-être pas financièrement, mais en tout cas pour se protéger soi-même et protéger ses proches. Il y a un énorme débat possible là-dessus. On l'a déjà fait sur. Ouais. Mais je pense que dès qu'on peut, il faut l'acheter. Mais après, oui, avoir une propriété à Saint-Tropez, un Porto-Bec à Saint-Barth ou ailleurs, finalement, ça se loue très facilement en quelques clics. Tu veux dire ça se loue, c'est-à-dire que je peux louer ma propriété ou je peux la louer à quelqu'un d'autre? Les deux. Les deux. Vous avez une belle propriété aujourd'hui
vous la mettez sur une plateforme, ça part très... Nous, on a un certain nombre de clients qui ont des propriétés sur des plateformes, en effet, à Saint-Barth, en Normandie, enfin un petit peu partout. Ça part très très vite. Et ça leur très rembourse ce que ça leur coûte ou ça amortit juste? Ça dépend combien de semaines vous la louez, mais oui, à Saint-Barth par exemple, ça fonctionne très très bien, parce que Saint-Barth, vous avez une période de location qui est très très large. Vous voyez, en Normandie, vous voulez des très belles propriétés à louer le week-end, vous allez voir qu'il n'y en a pas, énormément. Donc la demande est très forte. Alors, a fortiori, beaucoup plus depuis un an, mais c'est un peu la même chose au Cap-Ferré. Il y a un déficit de propriété, mais après, la période de location est courte. Là, il y a des gros coups quand même à faire. Ce que tu dis sur la Normandie, alors tous les prix ont explosé, mais je dis la Normandie ou la région, ce qu'on appelait l'intraland dans un autre podcast ici avec Philippe Letringue, 1 heure autour de Paris, de distance, peu importe d'ailleurs le moyen de locomotion. Il y a quand même encore des gros coups à prendre, peu importe la taille. Non, mais je crois qu'il y a tout le temps, en fait, il n'y a pas de bons et mauvais moments. Et donc ça veut dire qu'il faut rester propriétaire. Ce qu'il faut, je crois, c'est être entrepreneur dans son approche, c'est fabriquer des produits. Et en fait, quel que soit le cycle, le moment, etc., si vous fabriquez les produits qui, en face, rencontrent une demande, ça va marcher. J'ai une super idée. Donc oui, il faut être un petit peu fin, il faut bien analyser le marché, mais finalement, c'est de l'observation, il faut être observateur, et puis après, vous fabriquez. Et la valeur ajoutée, elle est là. Et à la limite, vous pouvez même revendre tout de suite, parce qu'une fois que le produit est fabriqué, mais ça n'existe pas d'acheter un actif sur une étagère et de se retourner et de gagner de l'argent. Ça, c'est chez Patek, sur certaines montres, c'est chez Ferrari, sur certains véhicules, mais c'est ultra difficile. Mais sinon, tout se fait dans l'effort. Et il faut fabriquer. Et en immobilier, nous, on a des clients, par exemple, qui... Vous savez, on n'en a pas parlé, mais le régime du loueur en meublé non professionnel, qui est quand même assez génial, accessible d'ailleurs pour... à partir du moment où on a des revenus, un salaire fixe, sans être millionnaire, loin de là, on peut bénéficier de ce régime. On a une stratégie ciblée, par exemple. On a un client qui fait que du studio, dernier étage, vue Panthéon. Il fait que ça. Voilà. J'en avais vu un autre, on m'avait dit, vu Montmartre, on m'a fait vue Tour Eiffel. Chacun s'est spécialisé. Il faut avoir sa niche. Ouais. Et finalement, on devient assez rapidement, parce que l'immobilier, c'est quand même pas très compliqué. Faut juste être très discipliné et exécuter proprement. Mais on devient expert dans son quartier. Et finalement, lui, il achète sans se déplacer. Ça lui arrive d'acheter des studios sans se déplacer parce que il fait que ça. Et là aussi, avec l'effet de levier de la dette, finalement, avec assez peu de fonds propres, on finit par se constituer assez rapidement un patrimoine sympathique. Mais voilà, tout ça pour dire, moi, sur les investissements satellites, je crois assez à la spécialisation. Être expert, il faut être entrepreneur. Voilà, bien regarder, devenir expert d'un sujet, aller assez loin. Aujourd'hui, on a des mines d'informations disponibles, y passer un peu de temps, et puis après on pilonne. Écoute, on a fait un bon tour, une approche cœur satellite, j'ai bien compris. Être expert et entrepreneur aussi, ça me semble très intéressant, c'est-à-dire pas juste attendre que ça tombe du ciel, parce que ça tombe jamais du ciel. Avoir un cycle quand on veut se positionner sur les marchés de 10-12 ans, c'est la base. Écoute, et puis aller s'associer, ça je trouve ça intéressant, en effet dans son approche cœur, plus que satellite là pour le coup, mais à plein d'acteurs qu'on a cités, potentiellement leverager, donc emprunter pour aller se mettre chez eux, acheter tout ça dans son PEA si on peut, et qu'on voilà, petit à petit, et puis tout va bien se passer, quoi. Ouais. C'est quoi ta martingale à toi, Sébastien, ton petit péché mignon d'investisseur ou de perso, je veux dire. Ouais,
suis un peu comme toi, je fais un peu de tout. Ouais. Je suis assez paysan dans mon approche. Alors, je fais pas des trucs super exotiques. Hein, j'avoue, j'ai pas touché aux crypto. Peut-être à tort, j'en sais rien. Mais non, j'ai une très belle résidence principale, j'ai une très belle résidence secondaire et j'en profite énormément. Tu la loues ? Non. Non, je pourrais. Gâche tout l'épisode. J'ai de la demande, mais en fait, c'est une maison que j'adore. Voilà, louer, c'est un truc qui se prévoit. Voilà, si on s'achète une propriété en se disant je vais la louer, ben, il faut se faire une pièce condamnée où on met tous ses objets personnels, etc. Bon, nous, on a 4 enfants en bas âge, donc on a beaucoup d'objets personnels, etc. Couche. Et voilà, et en effet, on a ce luxe de ne pas avoir non plus besoin de la louer. Et après, je fais de la bourse, mais à la manière que je t'ai décrite. Donc j'ai quelques actions, très peu. Très peu. Et dès que j'ai de l'argent, je rachète les mêmes. Et puis voilà, puis après j'ai des passions voilà, qui un peu... mais sur lesquelles j'arrive à gagner de l'argent. On fera ça... sur un autre épisode. Écoute, sur la résidence principale, tu sais que moi, j'ai eu un énorme débat. J'ai acheté mon appartement il y a quoi, 1 an et demi et je voulais vraiment le faire. Ma résidence principale, hein, je parle, puisque je suis à Paris et que je suis dans le 17e, je me suis dit, je veux la louer, quoi, tu vois. Et là, j'ai eu un gros débat avec ma femme, Lucie, qui m'a dit... il n'y a pas moyen qu'on loue. Et je pense que c'est aussi une question de philosophie et d'approche. Moi, je me disais, mais quand je pars en vacances au mois d'août, il y a des gens qui veulent avoir mon appart à Paris au mois d'août. Il faut absolument que je le loue, tu vois. Et moi, je serais vraiment de cette approche de dire principale, secondaire, il faut. Et puis bien sûr, dès que je peux, dès que j'ai des bons deals, etc., on en fait quelques-uns, du private equity. Ça, on a pas mal de tickets un peu partout, dans des fonds et du direct. Ouais. Écoute, super Sébastien, je te remercie pour tout cet échange. C'était passionnant. Merci. Alors, on te suit sur LinkedIn, sur Twitter. Bof. Twitter, non. LinkedIn, oui. Sébastien Verdeau. Voilà. Je mettrai le lien, évidemment. Et puis, Let Us, si vous êtes intéressé. Une équipe super sympa. Moi, je commence à connaître un certain nombre de personnes là-bas. Merci. Et c'est vrai que là, on n'est pas dans de la... Pour moi, le family office, c'est quelque chose d'assez... je sais pas, lointain, inaccessible, etc. On voit bien que c'est pas le cas chez Let Us, donc c'est sympa. Et puis voilà, donc vous répondez aux gens, vous êtes sympa, vous êtes accessible, vous envoyez des SMS tard dans la nuit, tout ça. Let Us, c'est LETUS. Et private office. Voilà. Vous tapez sur Google, vous trouverez, puis ce sera les liens dans l'épisode. Top, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Je vous retrouve, vous tous, la semaine prochaine. On va faire des super épisodes. Je disais que je travaillais, je crois que j'ai enfin trouvé, mais c'est pas encore complètement sûr, quelqu'un sur les SPAC. Je cherche à faire plein d'épisodes aussi. Alors j'ai parlé des chevaux, on va refaire de la crypto parce que quand même en ce moment ce qui se passe là-dessus c'est intéressant. Et tu vois, il y a un épisode que je voudrais faire et j'aimerais que tu l'écoutes et que tu le fasses. C'est un épisode pour acheter tes premières cryptos en réel, sans passer par tu vois, des intermédiaires qui eux sont propriétaires de tes cryptos, mais comment t'acheter une crypto vraiment toi-même, parce qu'en fait je me rends compte qu'autour de moi beaucoup trop de gens le font pas, et il faut comprendre comment ça marche ça dans le réel avec les différentes options qu'on a sur la table. Donc voilà, je ferai ça prochainement. Merci encore, et puis à la semaine prochaine à tous sur La Martingale. Salut Seb, salut. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.